Donc il n'y avait aucune raison que moi tout d'un coup je me mette à dire mais les gars, c'est quand même pas simple ce qui nous arrive là. Comment vous le vivez vous? Parce que moi c'est super compliqué au quotidien. Je pense que tout ça c'était si on se plaint pas, on avance, on serre les dents, on est en mode warrior en fait. Il faut avancer, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut et puis on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est clair maintenant avec le recul, je me dis mais c'était hyper violent en fait ce que je me suis imposé et pourquoi je me le suis imposé. Et puis en fait tout d'un coup je me suis dit non mais ça fait 12 ans en fait que tu te mens, que tu mens à tout le monde et que tu ne reconnais pas en fait, que tu t'avoues pas et que tu avoues pas cette faiblesse et cette difficulté. Alors, je dis oui mais je suis devenue super forte, c'est clair, ça fait 12 ans que je mens mais comme un arracheur de dents, ça se voit pas, effectivement, on est d'accord. Dans cet épisode, nous parlerons de ce que signifie diriger avec lucidité, avec ses sens, avec bon sens, de la manière dont les leaders et les organisations peuvent transformer leur vulnérabilité en tremplin et en faire un levier stratégique. Avec cette question au cœur de cet échange, on croit souvent qu'il faut être fort pour diriger. La vraie force serait-elle d'avoir le courage de ne pas se mentir? Bonjour Catherine. Bonjour Tiffany. Je suis absolument ravie de te recevoir derrière le micro de Feel & Lead. Alors Catherine, aujourd'hui tu es coach et conférencière. Tu as été directrice des ressources humaines pour le groupe Veolia. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a mené dans ton parcours à arriver finalement jusqu'ici dans cet épisode? Alors c'est une longue histoire. J'ai été DRH effectivement pendant une vingtaine d'années en entreprise. Un gros poste, grosse responsabilité. Je suis partie 5 ans en expatriation avec ma famille. Et puis, en fait, au moment où je partais en expatriation, j'ai appris que j'ai découvert en fait que j'avais une difficulté d'audition sévère puisque l'idée c'était de dire que en fait mon audition allait se dégrader progressivement et que petit à petit j'entendrais plus rien. Donc je me suis fait appareiller et puis depuis 15 ans maintenant je porte ce handicap physique invisible, vous voyez pas mais qui est très très présent dans ma vie. Et évidemment c'est venu percuter cette information, cette annonce est venue percuter ma trajectoire de dirigeante, j'allais dire un peu toute tracée, où j'avais devant moi effectivement des belles perspectives d'évolution, de la reconnaissance, beaucoup de responsabilités. Et puis j'étais un peu l'incarnation une ancienne sportive de haut niveau qui a fait des classes prépa, qui s'est donnée intégralement pour réussir quelque part. Et j'avais l'impression tout d'un coup que en fait on me disait tu peux plus être parfaite, tu crois que t'es parfaite, mais tu l'es plus. Et pour autant, justement, peut-être, seulement pour autant, c'est justement, je me suis dit, en fait, ce handicap, ok, il est là, il faut que j'apprenne à vivre avec, il faut que j'apprenne à le dépasser surtout, il faut surtout que j'apprenne à faire comme s'il n'était pas là. Parce que pour moi, c'était pas entendable, c'était pas disable, c'était pas reconnaissable, en fait, que d'admettre que j'avais ce handicap, notamment dans l'environnement professionnel dans lequel j'évoluais. Tu vas décider de le cacher, mais ça a dû être assez violent en fait d'avoir ce poste de dirigeante, en plus directrice des ressources humaines, qui est un métier qui demande aussi beaucoup d'écoute. Oui. Alors j'avais fait le choix d'être DRH parce que j'aime les gens, parce que ça m'intéresse de les aider à grandir, à se développer, à être en relation avec du monde, et qu'effectivement ce handicap c'est pas n'importe quel handicap, c'est un handicap en fait qui constitue le cœur même de mon métier, parce que si je ne peux pas dialoguer, échanger, écouter, entendre ce que disent les gens en face de moi, en fait je peux pas exercer. Donc c'est vrai que c'est venu vraiment violemment percuter mes trajectoires, mes projets, et puis qui j'étais, et du coup il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère, beaucoup de mais pourquoi ça m'arrive à moi, en fait j'en veux pas, c'est pas possible en fait que ça m'arrive, donc je fais comme si ça n'existait pas, et je me suis bagarrée beaucoup avec moi-même pour effectivement mettre une chape de plomb sur le problème en faisant comme s'il n'existait pas, et j'ai volontairement, sciemment décidé de pas en parler. Donc je n'en ai pas parlé quand j'étais DRH. J'étais une femme au Moyen-Orient, je trouvais que ça faisait déjà pas mal. J'allais pas en plus rajouter que j'étais handicapée. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Et puis, plus le temps passait, et plus je me disais finalement ce qui m'avait amené vers la fonction ressources humaines, c'était justement cet intérêt pour les gens et cette envie de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un environnement professionnel. Et donc j'ai fait le choix
parce que c'était pas assez compliqué d'être DRH, de devenir coach et donc de mettre l'accompagnement individuel et collectif des dirigeants au cœur de ma pratique. Alors évidemment, j'ai un peu cogité, je me suis un peu dit est-ce que c'est pas de la folie en fait, parce que tu fais déjà aujourd'hui un métier qui est basé sur l'écoute, demain ce sera encore pire quelque part. Et en même temps, j'avais cette conviction, cette volonté, tout me disait t'es faite pour ce métier et c'est là que tu vas t'éclater, c'est là que tu auras une valeur ajoutée, donc vas-y. Et je me suis fait confiance, je regrette vraiment pas, parce que c'était il y a 9 ans, que tout ce qui est pris, et que depuis 9 ans, effectivement, je prends beaucoup de plaisir à accompagner tous ceux que je peux aider dans leur trajectoire professionnelle, quelles que soient les problématiques qu'elles rencontrent. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, ça a été très compliqué de se dire, t'étais DRH, tu deviens coach, qu'est-ce que tu fais de ton problème d'ouïe, là, dont tu parles pas, tu fais comme si ça n'existait pas. Et donc, évidemment, je me suis fait recruter dans un premier cabinet de coaching à qui j'ai pas du tout parlé de ce sujet. Et puis, j'ai eu, pendant ces 9 dernières années, plusieurs opportunités professionnelles. Et à chaque fois, j'ai omis de parler de ce sujet, en fait, comme si ça n'existait pas. Donc, en prenant sur moi et en prétendant que tout allait bien. Alors, je suis appareillée et heureusement que j'ai des appareils parce que sans quoi je pourrais véritablement pas exercer pour le coup mon métier. Mais effectivement, jusqu'il y a à peu près 2 ans maintenant, c'était un sujet absolument tabou aux yeux de tout le monde en fait, de mes employeurs, de mes collègues, de mes collaborateurs, des personnes que j'accompagnais, des DRH pour lesquels je travaillais. Enfin voilà, personne n'était au courant de ce sujet. Et tu penses que le fait que ça soit un tabou, est-ce que tu penses que c'est lié certainement à ton parcours? Tu disais que tu as été championne de haut niveau, championne de haut niveau en gymnastique rythmique, c'est ça? En gymnastique artistique. Oui. Artistique. Donc il y a une rigueur du corps et une discipline de fer. Je pense que très clairement, mon sujet, c'était ma façon à moi de réagir. Je pense qu'il n'y a pas 2 personnes confrontées à un handicap, même un handicap identique, entre guillemets, de surdité, qui vont réagir de la même façon. Ma façon à moi, ça a été vraiment de dire, en fait, tu dois être parfaite, on attend de toi que tu sois parfaite. En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais. On attend de toi que tu sois parfaite dans cet environnement professionnel hyper exigeant. On t'a fait confiance, il faut que tu sois à la hauteur. Et en fait, c'est l'histoire que je me suis un peu racontée toute ma vie. Et effectivement, en gymnastique artistique, si on fait pas le mouvement parfaitement, on tombe de la poutre en fait, ou on se casse la figure, on se fait mal. Et effectivement, ce goût de l'effort, cette rigueur, c'est jamais assez bien en fait. Donc, il faut recommencer jusqu'à ce que ce soit le mieux possible. Je pense que j'ai été élevée là-dedans. En tout cas, je me suis progressivement construite là-dedans. Une classe préparatoire aussi, forcément, c'est jamais assez bien. Tu peux toujours faire mieux, ok, on s'y remet, on recommence, etc. Donc je pense que tout ça a effectivement probablement participé au fait que, en fait, c'était pas disable. C'était pas, de mon point de vue, c'était pas entendable et pas disable. Ouais, c'était une forme de conditionnement. Une forme de conditionnement et alors je pense beaucoup, de quelque chose de très cérébral en fait. Je disais c'était une histoire que je me racontais, c'est il faut être parfaite, etc. C'est des injonctions que j'avais complètement intériorisées et effectivement un côté en fait tout ce qui est émotion, ressenti, comment tu le vis, comment tu fais toi-même pour gérer ça, etc. et comment tu le perçois dans ton corps. C'était pas un sujet. Enfin, c'était pas un sujet dans le sens, c'est pas des choses dont on parle, c'est pas. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ma surdité, elle est héréditaire en fait. Donc, je l'ai découverte moi à l'âge de 40 ans, donc assez tard dans un parcours de vie. C'est l'âge à laquelle ce handicap intervient dans toute la famille. C'est-à-dire qu'on est très nombreux. J'ai 9 oncles et tantes et ma mère et mon grand-père, mon arrière-grand-mère. Voilà, beaucoup de gens sont appareillés, malentendants dans la famille. Donc, c'était pas une surprise dans l'absolu. Tout le monde n'est pas touché. Mon grand frère n'a pas de problème, par exemple. Pour autant, je savais que ça pouvait un jour me concerner. Mais c'est un sujet dont on parle pas dans la famille. C'est-à-dire que la moitié des gens sont malentendants, mais tout le monde fait comme si tout allait bien. Donc il n'y avait aucune raison que moi tout d'un coup je me mette à dire mais les gars, c'est quand même pas simple ce qui nous arrive là. Comment vous le vivez vous? Parce que moi c'est super compliqué au quotidien. Et du coup pendant très très longtemps je pense que tout ça c'était on se plaint pas, on avance, on serre les dents, on est en mode warrior en fait. Il faut avancer, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut et puis on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne et ça fonctionne et personne n'a jamais su et personne s'est jamais douté de quoi que ce soit.
Quitte à se faire vivre une propre violence, finalement, en ne disant pas les choses et en ne regardant pas les choses. C'est clair maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'était hyper violent, en fait, ce que je me suis imposé. Et pourquoi je me le suis imposé, parce que maintenant que j'ai fini, alors l'histoire c'est qu'il y a 2 ans à peu près, j'ai fini par révéler ce handicap à travers une conversation qui a été très surprenante parce que pas du tout préméditée, où un ancien coaché m'a posé la question qu'il fallait qu'on me pose, mais que voilà, je m'étais jamais posée. C'était la coach qui a été proprement coachée ce jour-là. Il m'a demandé ce qui me manquait dans ma vie. Et quand il m'a posé cette question, j'ai fait absolument comme je faisais depuis 12 ans, à mentir par omission. Que je lui ai répondu, il me manque rien, en fait, tout va super bien. Et puis en fait, tout d'un coup, je me suis dit, non, mais ça fait 12 ans, en fait, que tu te mens, que tu mens à tout le monde et que tu ne reconnais pas, en fait, que tu t'avoues pas et que tu avoues pas cette faiblesse et cette difficulté. Et allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Ce soir-là, c'est sorti et je lui ai dit, en fait, si, il faut que je te dise, j'ai un truc énorme qui me manque. Il me manque mon audition, j'entends pas bien, c'est très compliqué, etc. Et puis on s'est mis à parler de ce sujet et lui m'a dit, mais Catherine, tu m'as accompagnée. Moi, j'ai jamais été écoutée comme tu m'avais écoutée. Tu m'as écoutée avec ton cœur, avec tes pieds, avec tes mains, avec tout ce que tu pouvais. Je me suis vraiment sentie entendue et pas une seconde, je me suis dit que tu avais une difficulté. Alors je dis oui, mais je suis devenue super forte, c'est clair, ça fait 12 ans que je mens, mais comme un arracheur de dents, ça se voit pas, effectivement, on est d'accord. Mais c'est là. Et en fait, le fait d'avoir cette première conversation et puis de commencer à en parler et que lui me dise, mais c'est super lourd ce que tu me dis, ça doit être très très pesant au quotidien pour toi, enfin, c'est pas, il faut pas que tu continues à garder ça pour toi. Je sais que t'aimes bien écrire, tu devrais écrire. Et puis on est passé à autre chose. Mais bon, il avait semé la petite graine qui a fait son chemin. Et puis quelques semaines après, on était en vacances avec mon conjoint, on faisait de la marche à pied et pendant mes randonnées, j'avais littéralement des phrases qui me venaient en fait. Et le livre dans lequel j'ai révélé ma surdité finalement est sorti de façon extrêmement spontanée, après avoir été caché pendant 12 ans. Donc je pense que c'était bien mûr en fait, hein, sans que je le sache. Et j'ai rédigé ce livre très rapidement sous la forme d'un dialogue. Donc c'est un dialogue ça s'appelle dialogue de sourdes au pluriel. On est sourdes, elle et moi. On est 2 dans l'histoire. Et on a appris progressivement à cohabiter en fait à travers ce dialogue que j'ai mené avec elle, ou en lui posant des questions, en lui disant ce que je pensais d'elle, en la challengeant, en me faisant challenger par elle, etc. Mais finalement, j'ai comme fait un auto-coaching quasiment pour arriver jusqu'à ok, bon, en fait, ce truc-là, c'est là, je peux pas l'enlever, et non seulement je peux pas l'enlever, mais je sais que c'est condamné à prendre de plus en plus de place dans ma vie à l'avenir et que j'ai pas d'autre choix que de composer avec elle, et qu'il y a un moment, en fait, je peux plus l'ignorer et peut-être que de me réconcilier avec elle, ça pourrait m'aider à avancer et à faire en sorte que voilà, je le vive mieux en fait, tout simplement au quotidien. Et je suis passée de personne n'est au courant d'un handicap que je n'assume pas, je ne reconnais pas parce que j'en veux pas, à de toute façon c'est comme ça, et non seulement c'est comme ça, mais finalement j'arrive malgré tout à avoir le parcours que j'ai eu et à me bagarrer au quotidien et à avancer, etc. Et finalement le poser, en parler, moi ça me libère. Alors au moment où j'ai écrit le livre, c'était vraiment pas conscient et je me suis vraiment dit, je prends un risque de dingue, en fait je jette un pavé dans la mare et je lâche, personne n'est au courant, tout le monde potentiellement demain va être au courant. Quel risque je prends et est-ce que demain je vais continuer très concrètement à avoir des clients, à avoir des entreprises qui vont m'appeler pour me demander de faire des accompagnements en sachant que je l'entends pas bien. Et je me suis dit, je prends un risque énorme et tant pis, c'est pas grave, c'est fait, on verra bien, le truc est lâché. Et la très belle histoire, c'est que le fait de m'être moi finalement soulagée, d'avoir posé ça, d'avoir osé en parler, c'est pas du tout ça que ça a provoqué, c'est pas la fuite de clients du tout. C'est au contraire en fait, d'abord c'est des très belles rencontres, c'est des échanges hyper puissants, hyper authentiques, beaucoup plus profonds que ce que j'avais pu avoir avec beaucoup de gens. Et moi je me dis que c'est une histoire incroyable parce qu'au final je suis effectivement d'une situation que je vivais extrêmement mal, un peu comme si j'étais en lutte permanente en fait, contre moi-même, contre tout le monde, contre l'environnement, faut que j'existe et donc comment je fais en tension en fait en permanence. Je suis passée à un truc beaucoup plus apaisé en disant je suis moi-même en fait avec mes forces
et faiblesses. Et finalement, on a tous des faiblesses. Et c'est là, et moi, ça a été une révélation. Il était peut-être temps que ça arrive, vers 50 ans, mais de tout d'un coup me dire, mais en fait, moi, j'ai objectivement, physiquement, une déficience, mais en fait tout le monde a un truc, tout le monde a quelque chose qui lui pose un problème à un moment ou un autre dans sa vie. Et là, ça a été pour moi une véritable prise de conscience de finalement le chemin que j'ai fait moi pour arriver à me réconcilier avec ce handicap et à me réinventer quelque part et arriver à vivre avec et à vivre bien avec, j'allais dire, à l'assumer enfin. Finalement, c'est le travail que chacun doit faire avec ce qui lui pose difficulté à lui. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Mais finalement, en coaching, je passe mes journées à accompagner des gens qui ont des difficultés, qui vont être un syndrome de l'imposteur, un manque de confiance en soi, une difficulté dans tel type de situation, etc., etc. Autant de situations qui les freinent, en fait, et les handicapent à leur propre hauteur. Et dans ce que tu dis, il y a ce côté de tenir un rôle un peu comme si tu t'étais enfermé dans une armure qui te blindait par rapport au monde, par rapport à l'environnement, oui. T'en protéger pour qu'on voit pas ta vulnérabilité, ta sensibilité, ton rapport aux émotions aussi, puisque, comme tu le dis, je mettais ça de côté et on m'avait appris toute ma vie à mettre ça de côté. Et c'est vrai que globalement, c'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment à gérer ou savoir faire avec. Et dans ton ouvrage, il y a cet élan de vie qui est puissant. Selon toi, où se situe la frontière entre tenir un rôle, puisqu'on va dans des rôles, que ce soit sociaux, professionnels, familiaux, où la frontière se situe entre tenir un rôle et finir par s'y enfermer? Alors moi, je me suis clairement enfermée toute seule. Enfin, je me suis piégée, même complètement prise au piège, enfermée, cadenassée, comme tu dis, avec une armure et avec tout ce qu'il fallait pour se protéger, parce que je pensais que c'était ça qu'on attendait de moi. En tout cas, je me disais, alors je continue à penser que c'était largement le cas, hein. Je sais pas, je me dis régulièrement, si j'avais dit à l'époque, dans cette grosse entreprise dans laquelle j'étais, au moment où j'étais en compétition, entre guillemets, pour partir en expatriation, si j'avais dit que j'étais handicapée, est-ce qu'on m'aurait confié ces responsabilités? Je continue à me dire, peut-être pas. Peut-être que si, mais quand même. Donc effectivement, je me suis enfermée dans on attend de toi que tu sois parfaite, donc tu joues ce rôle et tu rechignes pas, et c'est comme ça. Et effectivement, tu adoptes tellement ce rôle-là que finalement tu le deviens. Et en fait, c'est pas la bonne solution. Enfin, moi, en tout cas, les apprentissages a posteriori. Maintenant que j'ai eu le courage quelque part à un moment de révéler ce handicap et de parler avec authenticité de qui j'étais, je me rends compte qu'en fait, ce que ça génère en face, c'est effectivement de l'authenticité, de la vulnérabilité, et qu'en fait, on est beaucoup plus inspirant et beaucoup plus... on a des relations qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus profondes, encore une fois, quand on est capable de dire ses propres difficultés, de les admettre. Et que je me dis que finalement, avec le recul, si à l'époque, j'avais été capable de partager mes difficultés sans en faire tout un plat, l'idée c'était pas de me faire plaindre, d'être larmoyant, etc. C'était surtout pas ça. Et je me dirais aussi peut-être de ça dans la peur de dévoiler mon handicap. Je pense que ça aurait probablement permis quelque part de modéliser, d'autoriser d'autres personnes aussi à partager les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, et qu'en fait ça aurait été beaucoup plus sain comme environnement que de jouer ce rôle auprès d'autres gens qui jouent probablement des rôles aussi tout le temps, en fait, en permanence, quoi. Oui, parce que finalement on en joue tous un peu, et il y a cette culture du contrôle. Socialement, on nous apprend quand même, globalement, quel que soit l'environnement, à être dans une forme de contrôle. Est-ce que tu penses que d'être dans cette culture-là très contrôlante, ça nous prive de notre propre lucidité? Puisque toi, c'est finalement en lâchant un peu du lest sur ce contrôle que tu vas, avec recul, te dire, finalement, c'était beaucoup plus bénéfique d'accepter ma part de vulnérabilité. Alors, moi, je parle effectivement beaucoup de vulnérabilité plus que de handicap, parce qu'encore une fois, j'élargis vraiment, c'est le fait de pas être parfait, en fait, d'avoir une faille, d'avoir une limite, d'avoir encore une fois, je pars du principe, et je pense que je me trompe pas pour le coup, que absolument tout le monde a des vulnérabilités, et que la plupart des gens ne les avouent pas, ne se les avouent pas, ne les assument pas, et qu'effectivement, si on s'autorisait à faire ce premier pas, si on lâchait ça, on ferait tomber les masques et on irait beaucoup plus loin dans la relation, dans la qualité de ce qu'on peut produire.
et dans la performance finalement, parce que une équipe dans laquelle les gens finalement s'enferment tous dans un rôle mais ne disent pas en quoi ils sont en difficulté, là où ils auraient besoin d'aide, finalement ils offrent pas aux autres la possibilité de les aider, et donc ils font ce qu'ils peuvent au mieux de ce qu'ils peuvent, mais peut-être qu'ils pourraient faire plus et mieux en étant aidés. Moi je me dis que tout simplement il y a des situations de la vie courante en fait, quotidienne, où je travaillais dans un open space, quand les gens arrivaient par derrière pour me disaient bonjour et s'en allaient en se disant elle doit faire la gueule ce matin, elle m'a pas répondu. C'est pas que je faisais la gueule, c'est juste que j'avais pas entendu, et que je me dis que des situations comme ça il y en a eu plein, dont je me suis même pas rendu compte en fait, parce que moi je les ai pas vécues comme ça, et donc je me dis que c'est autant de situations où je me suis pas donné les possibilités, et j'ai pas donné aux autres la possibilité de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, que la relation soit fluide, etc. Donc je pense que la performance, l'impact, l'efficacité, tout ça passe aussi par l'authenticité en fait, et donc contrôler, oui, mais pas tout le temps. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup dans l'histoire du contrôle. Je me dis que j'ai beaucoup fonctionné avec ma tête uniquement en fait pendant très longtemps, et sans du tout aller chercher ce que ça voulait dire en termes de ressenti, de vécu, etc. Et comment je pouvais arriver à combiner les deux. Et c'est quand j'ai commencé à faire ma formation de coach, donc c'était en 2016, que les deux formateurs qui étaient dans la salle nous avaient dit: vous avez un cœur, et si vous utilisez votre cœur, vous serez des formidables coachs. Et je me souviens de cette phrase comme si elle m'avait été dite hier, parce que je me suis dit, c'est la première fois de ma vie que j'entends dire, en fait, tu as une sensibilité, tu as une intuition, ton cœur te dit des choses, et en fait, non seulement tu as le droit de l'écouter et de ça, mais tu peux l'utiliser et tu peux en faire un outil, et ça peut servir et ça peut être utile. Et pour moi, ça a été waouh, une révélation. Une révélation. Et tu parlais de pas se mentir à soi-même, en fait, d'oser aussi regarder ses propres vulnérabilités, pardon. Tu avais cette notion d'authenticité, et tu parlais aussi des histoires qu'on se raconte. Est-ce que tu penses que le pire ennemi, en fait, du leadership et nous-mêmes, c'est pas tant les autres, mais finalement les histoires qu'on va se raconter inlassablement et dans lesquelles on va s'enfermer? Alors, je me suis formée aux pratiques narratives. Les pratiques narratives, c'est des techniques d'accompagnement où on va beaucoup travailler sur les récits, justement, sur ce que les gens disent de leurs problèmes, de leurs difficultés, de ce à quoi ils sont confrontés. Ou ne disent pas et en pratique narrative, on apprend qu'une personne est multi-histoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, je peux me présenter en vous disant, je suis ancienne dirigeante d'un grand groupe à l'international, je suis devenue coach, voilà. C'est une version de mon histoire. Je peux vous présenter l'autre côté de la pièce, je suis handicapée, et puis me faire le focus là-dessus, c'est une autre version de mon histoire. Je peux aussi vous dire que je suis maman, je peux aussi vous dire que je suis l'épouse d'un homme formidable, je peux aussi vous dire que je suis... bref, j'ai plein de façons de me présenter en fait, et donc j'ai plein d'histoires possibles à raconter. Quand on est envahi par son problème ou qu'on a une difficulté particulière, on a tendance à se raconter son histoire autour de ce problème-là et à ne plus voir le monde qu'à travers ce problème-là en fait. Et en pratique narrative, on est formé à aller écouter en fait ce qu'on appelle les fines traces dans une histoire. C'est-à-dire c'est quoi les petits mots, les petits signes, les petites les choses qu'on va dire en fait qui laissent s'entendre qu'il peut y avoir une autre version possible de l'histoire, et qu'on peut écouter différemment, et qu'on peut aller creuser derrière en disant voilà, tu m'as dit que tu étais presque toujours en difficulté. Presque toujours, ça veut dire qu'il y a peut-être ne serait-ce qu'un moment dans ta vie où tu n'as pas vécu ça comme ça. Raconte-moi cette histoire-là. Et c'est celle-là que j'ai envie d'entendre, et c'est celle-là sur laquelle on va travailler. Donc c'est vraiment une façon de regarder, en fait, d'aborder les sujets et les difficultés en se disant il y a plusieurs histoires possibles à se raconter, laquelle on a envie de choisir, laquelle tu veux choisir pour toi. Et ça, dans ton rôle de DRH et de coach, tu citais un exemple là. Comment tu as vu je dirais même comment tu vois ce mécanisme opérer dans les équipes dirigeantes que tu accompagnes? Comment je vois le mécanisme se mettre en place chez les gens, je veux dire. Oui, c'est cette façon de regarder d'une seule version une problématique, de s'enfermer dans des rôles et de mettre de côté finalement ce nez au milieu de la figure. Oui. Alors moi, pour le coup, je le constate tous les jours, plusieurs fois par jour. Enfin, tous mes accompagnements, je pense que j'ai pas
une personne, et encore une fois, je jette pas la pierre parce que je me suis vraiment retrouvée dans la même situation. Je pense qu'on se laisse très vite envahir par son histoire de problème et on considère que le soi et le problème, ça ne fait plus qu'un en fait. Alors que non, en fait, il y a vraiment moyen, et c'est ce que moi j'ai eu la chance d'expérimenter en fait en rédigeant cet ouvrage Dialogue de sourdes, c'était finalement de mettre à distance mon problème, et quand je dis je suis rentrée en dialogue avec ma surdité, c'est que j'en ai fait un personnage que j'ai rebaptisé, que j'ai appelé Absurdité, parce qu'elle est absurde, et que c'est une surdité dont j'aimerais me séparer, me couper, quoi, le ab pour dire va voir ailleurs. Et du coup, le fait d'avoir ce dialogue avec absurdité m'a permis, moi, de me dire, il y a moi, et puis il y a ce problème qui est là. Je peux pas l'oublier, je peux pas faire comme si elle n'existait pas. Mais elle me caractérise pas. Il n'y a pas que ça en fait qui me caractérise, et donc je peux décider. J'ai un pouvoir en fait sur la place que je lui accorde dans ma vie ou pas. Et je peux décider qu'absurdité, au lieu de prendre toute la place et de me définir et de m'envahir et de me bloquer et de me paralyser, elle peut être une caractéristique que j'ai et avec laquelle je vais jouer, ou que je vais peut-être utiliser un peu différemment, ou à qui je vais dire en ce moment en fait j'ai d'autres choses plus importantes dans ma vie, j'ai pas envie de me laisser pourrir par toi, donc tu restes là tranquillou, mais tu m'embêtes pas trop. Et c'est je pense ce travail qu'on peut faire en fait avec absolument toutes ces difficultés, et c'est ça que j'ai trouvé en le vivant très intéressant, c'est de se dire finalement, y compris avec un handicap physique invisible, y compris avec un truc qui est là et dont on peut pas physiquement dont on peut pas se défaire, ça fonctionne. Ça fonctionne de se dire en fait c'est toute une question de perspective et de quelle place j'accorde à mes difficultés, comment je les regarde et comment je me positionne en fait. Et c'est se donner les moyens de redevenir en lead en fait de ces sujets, de sa vie, de sa façon de voir les choses, de sa conception de l'existence et de tout ce qu'on fait en fait. Ouais, et ça fait penser à cette phrase qui dit on ne peut contrôler que ce dont on a conscience, donc ça demande aussi de se regarder en face. Selon toi, ce silence que les organisations ou les dirigeants peuvent avoir sur leur propre vulnérabilité, sur leur propre handicap, visible, invisible, comment ça fragilise la performance finalement d'une organisation ou d'un collectif ? Moi, je suis convaincue qu'encore une fois, le silence, il s'impose et les gens se l'imposent et voilà, socialement, on n'a pas envie de parler de ses faiblesses, de ses difficultés, etc. Et ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, je suis convaincue que dans une organisation et notamment dans une équipe, mais même pour un leader, pour un dirigeant ou pour un leader, être capable de se regarder en face, effectivement, de se dire c'est quoi mon sujet, c'est quoi mon problème, c'est quoi ma difficulté, c'est quoi avec le truc qui en fait qui me gêne et contre lequel il faut que je me batte, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et comment et quelle place je veux lui accorder, et encore une fois comment je peux l'utiliser entre guillemets, avoir ce courage là et avoir le courage de le poser, d'en parler, c'est donner aux autres, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas ce que en tout cas moi l'histoire que je me racontais, c'est je vais paraître diminué, je vais paraître moins, et j'avais pas envie de faire ce chemin-là, mais c'est encore une fois c'est pas ça qui s'est passé. Au contraire, vraiment dans les conférences que j'ai pu avoir l'occasion de faire du coup en entreprise après, des témoignages, des partages d'expériences avec des DRH, avec des dirigeants dans des CODIR, des COMEX, etc. Les retours, c'est en fait c'est super inspirant votre histoire. Alors que encore une fois, j'ai aucune, c'est en toute humilité, en toute simplicité, c'est, je vous raconte moi mon parcours qui me paraît, a posteriori, en le regardant, je me dis, mais c'est dingue, en fait, de m'être tu pendant 12 ans. Sauf qu'en fait, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on se tait tous sur plein de trucs qui sont fondamentaux pour nous. Parce qu'on a honte, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur, parce qu'il y a de la colère, parce que c'est compliqué à gérer, parce que, etc. Et qu'en fait, la performance et le fonctionnement et l'efficacité, notamment d'une équipe ou le leadership d'un dirigeant, elle passe aussi beaucoup par cette capacité à dire non, je suis pas parfait en fait, et c'est ok, c'est pas grave, parce que finalement, peut-être aussi que ces difficultés, ça permet autre chose, ça ouvre vers d'autres perspectives, que ça, moi on m'a dit peut-être que t'écoutes pas avec tes oreilles, mais que t'écoutes avec plein d'autres choses.
Et peut-être, effectivement, j'imagine que voilà, forcément, je compense d'une manière ou d'une autre. Donc encore une fois, qu'est-ce que ça peut apporter de positif et comment on peut le valoriser. Et ça, je suis assez convaincue que en entreprise, une équipe dans laquelle il y a un niveau de confiance et d'authenticité lié au fait que les gens s'autorisent à parler, forcément elle sera plus performante, forcément elle donnera des meilleurs résultats, forcément les gens sont davantage engagés, ont davantage envie de s'investir, etc. parce qu'ils savent que les autres sont là pour les aider et que on est plus fort à plusieurs que tout seul en fait. Il y a une question qui me vient, c'est entre la retenue et le partage, c'est-à-dire que c'est ces deux termes qui me viennent parce que lorsque tu parles finalement de ce niveau de confiance que ça va créer, de se dire je suis pas parfaite, personne n'est parfait. Et finalement de compenser les vulnérabilités des uns et des autres va créer de la performance pour le collectif. En entreprise, globalement, ou en tant que dirigeant, on n'ose pas avouer ses vulnérabilités. On a peur qu'elles soient utilisées contre nous. Et de façon générale, tu en parlais tout à l'heure, mes vulnérabilités, j'ai pas envie d'être plaintif, etc. Et puis, j'ai pas envie d'être le psy de l'orga. À ton avis, où se situe la frontière entre ce que je vais retenir, ce que je vais partager et à qui, en fait? Quand est-ce que je m'autorise à? Oui. Pour moi, qu'on parle de handicap ou de fragilité, de vulnérabilité d'une manière générale, pour moi, c'est facile à dire maintenant, hein, je suis qui je suis pour donner des leçons alors que pendant 2 ans, j'ai rien dit. Mais pour moi, c'est hyper important de le partager dans la mesure où ça pose problème dans les relations professionnelles et où en tout cas, on se dit que ça peut limiter de la performance d'une contribution, une valeur ajoutée, etc. Il ne s'agit pas forcément de parler de tout le temps, et je vois aussi le travers ce qu'on entend un peu beaucoup dans les médias aujourd'hui, effectivement la vulnérabilité à tout prix, et donc effectivement qu'on parle de on est aidant et on a des difficultés dans sa vie privée ou X choses, j'allais dire qui sont des fragilités, qui sont des difficultés et qui font que la personne va se sentir effectivement limitée en situation professionnelle. Là, moi, je reste vigilante effectivement en disant oui, ok, mais il faut faire la part des choses aussi entre une entreprise, une organisation, elle est là pour fonctionner, elle attend des résultats, on est là pour travailler. Et effectivement, si tout le monde commence à raconter tous ses problèmes, etc., ça risque d'être compliqué de pouvoir faire avancer les choses. En revanche, être capable de poser un certain nombre de choses en expliquant tout simplement moi, ma difficulté, voilà ce que c'est, voilà comment ça se traduit, et voilà en quoi ça m'empêche d'être performant aujourd'hui, et voilà surtout de ce dont j'aurais besoin. J'ai échangé avec une DRH il y a quelques semaines dans une grosse entreprise qui m'a dit, on parlait de handicap pour le coup, qui m'a dit, chez nous, les personnes en situation de handicap, on les appelle pas personnes en situation de handicap, on les appelle les personnes avec des besoins spécifiques. Et en fait, je me suis dit, c'est une super façon de voir les choses, parce qu'en fait, voilà, le sujet, c'est qu'on a tous des fragilités, on a tous des vulnérabilités, on a surtout tous des besoins spécifiques. Donc, moi, mon besoin, ça va être, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler fort quand vous parlez? Est-ce qu'on peut fermer la fenêtre parce qu'il y a le bruit des voitures dans la rue, que moi, ça m'empêche? Pas très compliqué de le formaliser, de le dire. Sauf que si je me le dis pas parce que je m'enferme dans, je veux pas paraître diminué, etc., je me mets, moi, dans une situation, en fait, ingérable et hyper compliquée. Et j'exprime pas ce besoin, alors que finalement, s'il était entendu, il y a des choses à mettre en place en face qui font que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et que du coup, je peux être davantage investi, davantage reconnu, davantage me sentir davantage engagé, avoir davantage envie de participer, d'être là, de contribuer. Donc encore une fois, je pense que la limite pour moi, elle est, c'est quoi votre besoin spécifique par rapport à l'environnement dans lequel, et qu'est-ce que ça peut apporter à vos collègues, à vos collaborateurs, à votre chef, à vos N-1, etc., que vous partagiez ces difficultés pour qu'ils puissent vous aider, en fait, pour que collectivement vous puissiez être plus performant. Donc on est sur... mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir où mettre la ligne.
Je suis pas forcément pour tout dire sur tout en permanence, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la sphère professionnelle et d'autres de la sphère personnelle, et qu'il faut pas tout mélanger tout le temps. Ouais, et puis les deux sont ténus, comme tu disais. On peut être aidant dans sa vie personnelle. Ça joue bien évidemment aussi sur toute l'énergie et la capacité de travail qu'on peut aussi délivrer quand on n'a pas une situation qui nous absorbe personnellement. Et tu disais aussi, il y a un peu cette injonction, on le voit dans les médias, on le voit aussi sur les réseaux, de ce trop plein d'authenticité, de bienveillance, etc. Il y a un peu, c'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas cette nuance. Donc ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est être transparent, oui, mais avant tout être lucide sur soi-même. Finalement, la clé, elle est dans pas se mentir à soi-même, et en ne se mentant pas à soi-même, on peut alors jauger de qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit et à qui on le partage. C'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est ne pas se mentir à soi-même et de voir ce qui peut être utile et servir, entre guillemets, qui mérite d'être partagé pour qu'effectivement ça nous mette dans une situation plus confortable par rapport à cette difficulté, et que du coup ça permette d'avancer. Après, ça peut être des choses toutes bêtes. Je dis les gens qui sont plutôt en introversion, qui ont du mal à s'exprimer en public, etc. Le fait de poser, le fait de dire avant une intervention, alors je suis pas hyper confortable parce que je suis pas très à l'aise dans mes prises de parole. Ça fait baisser le niveau de pression, en fait. C'est tout bête, mais juste le fait de le poser, le fait d'exprimer, le fait de dire mon besoin, c'est que vous soyez un petit peu cool avec moi parce que là je suis hyper stressée. Voilà, je pense que ça peut désamorcer plein de situations, on le met de côté. Hyper complexes, exactement. Pesant. Ouais. Plutôt que de prendre sur soi, de faire comme si, etc. Et puis soi-même être en bagarre avec soi-même et de vivre ça comme un enfer, une situation qui en soi il n'y a pas d'enjeu, il y a pas de. Donc parfois c'est juste admettre, reconnaître, poser, expliquer simplement, en fait, sans. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de faire des psychodrames. Moi, je pense que j'avais aussi beaucoup ça. Oui, mais alors si du coup, on va se dire la pauvre, en étant en bas, machin, etc. C'est surtout pas ça, quoi. On veut surtout pas ça. Donc, et c'est pas le sujet, encore une fois. C'est juste objectiver et se mettre un peu de distance. Et cette capacité à finalement assumer cette vulnérabilité, tu penses que c'est une question de courage ou que c'est une question de méthode qu'on peut apprendre, qu'on peut développer? Alors, on m'a beaucoup renvoyé. Quand mon livre est sorti, il y a plein de gens qui m'ont dit c'est super courageux ce que tu as fait. Et je l'ai vraiment pas pris. Alors d'abord parce que je vous disais tout à l'heure, c'était super spontané. J'ai absolument pas réfléchi, prémédité, anticipé la sortie de ce livre. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un acte courageux en disant allez, je me lance et ça y est, je lâche le truc. C'est sorti. Puis après coup, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je gère derrière? Quelles vont être les conséquences? Comme ça que ça s'est passé. Pour autant, en fait, avec le recul, le livre est sorti en mai 2024, donc ça fait 1 an et demi à peu près. Depuis, je vous disais, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'interventions en entreprise, etc. et d'échanger, du coup, d'avoir plein de conversations autour de ces thématiques, de vulnérabilité, de oser dire, de oser avoir l'audace d'être soi, enfin, tous ces sujets, en fait. Et j'ai, moi, été amenée à, du coup, essayer d'élaborer, en fait, une méthode et de me dire, finalement, ça a été quoi les étapes par lesquelles je suis passée pour arriver à me réconcilier. Quelqu'un qui m'a dit, tu t'es réinventé, j'ai trouvé que c'est très joli, c'est un peu ça. Je dis oui, je me suis réconciliée avec ma surdité et quelque part, on s'est réinventé et on a réinventé la suite ensemble et on est redevenu auteur de notre destin. Ce qui est un peu, enfin, ce qui est chouette, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelle place je lui donne et qu'est-ce qu'on en fait et où est-ce qu'on va ensemble maintenant, quoi. Et ça, je pense qu'il y a une méthode, enfin, en tout cas, moi, alors j'ai pas suivi une méthode, j'ai improvisé, j'ai appris en marchant, j'ai fait ce que je pouvais comme je pouvais avec mon truc, mais a posteriori, je me dis finalement, oui, il y a eu des étapes, et donc j'ai formalisé une méthode que j'ai appelée la méthode OSER, de façon pas très originale, mais les 4 lettres étant un acronyme pour les différentes étapes de la méthode. Et l'idée, c'est vraiment, donc c'est une méthode de coaching, d'accompagnement très inspirée des pratiques narratives dont je parlais tout à l'heure, où justement l'idée, c'est d'aider la personne que je vais accompagner à se réconcilier avec son problème, le voir différemment et apprendre à redevenir auteur de sa vie pour arriver à avancer.
Alors c'est une méthode que je suis en train de peaufiner, que j'expérimente à la fois en individuel, en collectif, etc. Les retours sont très chouettes. En tout cas, je vois que ça fait du bien. Manifestement, ça aide. Ce qui est pour moi une vraie satisfaction, parce qu'encore une fois, ce bouquin, je l'ai pas écrit au démarrage. C'est sorti tout seul, ça avait besoin de sortir. Mais en revanche, je l'ai publié parce qu'on m'avait fait de retour en disant ton témoignage, il est utile parce qu'on a tous un truc. Et du coup, je me suis dit, c'était génial que ça puisse servir à d'autres. Et là, je suis en train de me dire, et peut-être que si je vais plus loin, c'est finalement tous les apprentissages que moi j'ai tirés de qu'est-ce qui s'est produit une fois que tu avais lâché ton secret, là, que tu avais gardé précieusement caché pendant 12 ans. Maintenant qu'il est sur la place publique, qu'est-ce qui s'est passé depuis, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que tu peux en faire pour que ce soit utile encore davantage aux gens que j'accompagne. Donc j'en suis là, je suis en train de travailler sur cette fameuse méthode OSER et comment la diffuser davantage pour pouvoir en faire bénéficier les gens autour de moi, parce que ça a marché pour moi sur un truc qui était quand même pas évident à gérer. Je fais l'hypothèse que ça peut fonctionner sur plein de sujets, en fait, pour plein de gens différents. On va revenir sur la méthode OSER. Avant ça, tu parlais de ces retours que tu reçois. Tu es courageuse d'avoir parlé de ton handicap, et depuis la publication de ton ouvrage, tu interviens aussi en conférence. Tu es appelée par des organisations pour parler autour du handicap. Aujourd'hui, tu es reconnue en tant que RQTH, 4 lettres. Qui, dans ton livre, tu le dis, est un parcours du combattant et qui t'a confronté à la réalité, parfois aussi à l'absurdité de l'administration et du handicap en entreprise. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus ? Alors, moi j'ai mis très longtemps, donc je vous ai dit en gros entre 40 ans et 52 ans, j'avais ce handicap. J'essayais de pas trop y penser, j'essayais de pas trop le considérer. J'étais DRH au démarrage, je travaillais dans une grosse boîte, je passais dans les couloirs, il y avait des belles affiches, déclarez votre handicap, etc. Et moi, je me disais, je fais comme si je voyais pas, et je veux surtout pas sortir du bois, parce que si je me déclare, encore une fois, je me tire une balle dans le pied, tout le monde le saura, et donc je vais être déconsidérée, je vais être, toutes les histoires que je me racontais. Donc le sujet RQTH, pour moi, c'était, on oublie, en fait. Après, je suis partie à l'international, donc c'était un peu moins le sujet d'actualité, mais quand même, très clairement, j'avais pas envie, en fait, d'en parler. Et la RQTH, je l'ai demandé, moi, pendant que j'étais en train d'écrire mon bouquin. Alors pour le coup, j'ai un ami qui a un handicap à la jambe. Et j'ai en train d'écrire le bouquin, donc du coup, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je disais, tu fais quoi en ce moment ? J'écris un livre. Ah bon, c'est sur quoi ? Je dis, j'en ai trop dit, il faut que je te le dise, en fait. C'était pas au courant, mais du coup, c'était très chouette parce que toute cette période-là, j'ai écrit très vite, mais après, c'est long. Un bouquin, il y a les relectures, etc. Ça prend quasiment 9 mois, presque une grossesse. Et du coup, pendant 9 mois, j'ai parlé de mon handicap, à travers je suis en train d'écrire un bouquin. Et donc, et à ce moment-là, j'ai commencé effectivement à lâcher l'information. Et là, donc, cet ami, qui lui-même reconnu travailleur handicapé, m'a dit, mais il faut que tu fasses une demande RQTH. Et je lui ai dit, mais je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois l'intérêt pour l'entreprise. Et je pense que les 90% des personnes en situation de handicap se font la même réflexion que ce que je me faisais à l'époque. Les entreprises prennent au-delà d'un certain nombre de salariés, ont l'obligation de recruter des personnes en situation de handicap. Donc, il faut les 6% de quotas. Si je me déclare, l'entreprise sera contente, elle aura ces 6 quotas. Mais moi, égoïstement, qu'est-ce que ça m'apporte ? À part, mais je suis sortie du bois, maintenant il faut que j'assume, et ça risque de se retourner contre moi et de retomber dans le cycle. Et ça me met une étiquette, effectivement, handicapée, qui est pas du tout celle que j'ai envie qu'on voit de moi et qu'on retienne de moi, et qui, encore une fois, je veux pas être définie à travers ce handicap. Donc, effectivement, pendant très longtemps, je me suis dit, c'est même pas un sujet, je ne demande pas la reconnaissance travailleur handicapé. Quand j'ai commencé à en parler et que cet ami m'a dit, mais quand même, tu devrais être RQTH, alors pour le coup, c'était de façon très pratico-pratique, ça coûte extrêmement cher, en fait, de se faire appareiller, et j'avais besoin de changer mes appareils, on les change tous les 4-5 ans à peu près, j'avais besoin d'acheter une nouvelle paire, elle a pour plusieurs milliers d'euros, et je me suis dit, si j'ai la reconnaissance travailleur handicapé, il y a des prises en charge partielles, et le reste à charge reste important, mais au moins, il y a au moins ça. Donc, oui, peut-être que ça vaut quand même la peine que je fasse la demande.
Donc j'ai rempli mon dossier, etc. Je pense que j'ai été, alors effectivement, parcours du combattant, parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est très compliqué. Ce qui m'a frappé surtout à ce moment-là, c'est qu'en fait les dossiers que vous remplissez, il y a une partie médicale où l'ORL déclare taux de surdité, etc. Et puis il y a tout un dossier qu'on doit remplir soi pour expliquer comment se traduit son handicap, les situations qui sont compliquées pour soi, les aménagements dont on peut avoir besoin, etc., etc. Et moi, je me suis dit pendant tout le moment où je remplissais le dossier, je me suis dit mais en fait moi, à l'époque, parce que j'avais pas encore été jusqu'au bout de la démarche, la seule chose dont j'avais vraiment besoin, au-delà de mes appareils, c'était d'un soutien psychologique, en fait, où c'était de pouvoir en parler. C'était justement tout ce travail de comment je fais pour admettre, accepter, vivre avec mon handicap. Et tout ça, je me souviens d'avoir écrit une longue page sur le dossier RQTH, pour expliquer en fait que j'adorais en fait pouvoir bénéficier d'une prise en charge de séances avec un psy un peu spécialisé sur ces sujets-là qui aurait pu m'aider à ça a absolument pas été pris en considération. Donc la réponse a été oui, ok, vous êtes RQTH, vous avez tant de pourcents de reconnaissance de handicap et on prend en charge les appareils, ce qui est très bien en soi et merci. Mais le sujet comment je vis mon handicap, ça c'était mis de côté. Et pour moi, ça reste un vrai gros sujet. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. 80% des handicaps sont invisibles en entreprise. Plus de 80% des handicaps arrivent en cours de vie. Donc en fait, personne n'est à l'abri et la plupart des handicaps se voient pas. Donc il y a énormément de gens en fait autour de vous au quotidien qui ont des difficultés, qui ne se font pas en général reconnaître, encore une fois, parce qu'ils veulent pas sortir du bois, parce qu'ils voient pas l'intérêt pour eux. La plupart des gens sont comme moi, ils n'ont pas besoin d'aménagement spécifique de poste de travail. Moi, une fois que j'ai mes appareils, l'open space c'est pas terrible, mais globalement j'ai pas besoin d'aménagement spécifique en fait. Donc encore une fois j'avais aucun intérêt véritablement à le déclarer. Donc je pense que c'est vraiment la difficulté, c'est que les entreprises ont besoin de recruter ou d'avoir des personnes qui se déclarent RQTH, mais les collaborateurs eux-mêmes n'ont pas forcément intérêt à récupérer cette reconnaissance, parce que ça se traduit par des actions qui en fait correspondent pas à leurs besoins. On revient encore à la question du besoin. Pour moi, l'approche, mais elle est un peu, c'est un peu mon combat actuel sur le sujet du handicap, auquel je veux pas me limiter. C'est un peu le truc, c'est je veux pas non plus devenir Madame handicap. C'est que les entreprises en fait devraient aborder ce sujet-là de façon beaucoup plus globale. Encore une fois, on parle de handicap, mais c'est pas que le handicap. Je pense que quand j'étais DRH dans cette grosse entreprise dans laquelle je travaillais, on m'avait dit c'est la semaine du handicap, il y a une conférence sur le handicap, etc. Je serais pas allée en fait en me disant mais si j'y vais, forcément quelque part je suis en train de leur avouer que je suis concernée par le sujet. On m'aurait dit en revanche il y a une conférence sur leadership et vulnérabilité, oser dire ses difficultés, je sais pas quoi. Je me serais dit tiens c'est intéressant, peut-être que j'ai des choses à apprendre et peut-être que ça m'aurait amené à réfléchir et peut-être qu'effectivement je me serais plus facilement effectivement déclarée en me disant il y a un sujet et oui il y a un intérêt et oui c'est bien de pouvoir en parler de façon plus transparente en fait. Oui, ce que tu dis c'est que les entreprises savent aménager les postes. On est sur une réponse très orientée solution, matérielle, pragmatique, alors que le besoin, il est plus autour de la parole et de la dimension psychologique. En fait, que le handicap soit visible, invisible, cours de vie, que ça soit les vulnérabilités, que sais-je, de n'importe quel collaborateur, middle management, équipe dirigeante. C'est plus en fait la dimension du dialogue qui va être centrale dans cet accompagnement-là. Et selon toi, comment on peut replacer la question du handicap dans une logique de confiance et puis non seulement de quotas ? Qu'est-ce qui pourrait se faire en entreprise avec les exemples que tu as donnés là ? Moi, j'ai mon grand rêve, on parlait de la méthode OSER tout à l'heure, mon grand rêve, c'est d'arriver à mettre en place des ateliers collectifs autour de la méthode OSER pour permettre, encore une fois, à un public de personnes handicapées déclarées, j'allais dire peut-être parce que c'est le plus simple dans un premier temps, pour les entreprises, mais de façon beaucoup plus globale en fait, pour justement libérer la parole et permettre aux gens de dire aujourd'hui, moi, ma difficulté, c'est ça. Comment est-ce que je la vis ? Comment je fais pour la dépasser ? Comment je fais pour me réconcilier avec elle ? Comment je fais pour trouver des leviers, des moteurs pour arriver à me remettre en mouvement et pas me laisser coincer dans ma difficulté ? Et que le fait que les gens puissent en parler entre eux, etc., ça les amène à mieux vivre en fait, encore une fois, avec leurs difficultés. Et je suis assez convaincue que ce
genre d'atelier, de prise de parole pourrait développer de la confiance, pourrait développer de l'authenticité, pourrait développer des relations plus simples, plus saines en fait au sein de l'entreprise et créer ce climat de confiance dont on a besoin en fait pour avancer. Alors régulièrement je suis rattrapée par c'est un peu bisounours ce que tu dis, authenticité, confiance, etc. En entreprise il y a quand même beaucoup de jeux de pouvoir, etc. Et je suis bien placée pour en parler. J'ai vécu ça à des niveaux élevés de responsabilité. Je vois bien qu'effectivement c'est pas simple. Et pour autant, si chacun au niveau de sa propre équipe, si chacun se responsabilise, etc. En fait, je vois pas d'autre solution parce que on est en train de rentrer dans un système aujourd'hui où à force de mettre de côté tous ces sujets, de faire semblant qu'ils n'existent pas, de pas les prendre en compte, les gens se désengagent, les gens se désinvestissent, les gens bossent comme des fous parce qu'il faut bosser comme des fous et puis se crament parce qu'en fait ils se sont pas écoutés, parce qu'ils n'ont pas été entendus justement sur la difficulté et qu'en fait on arrive dans un truc qui est pas très sain et qui fonctionne pas en fait, enfin je pense qui voit ses limites aussi. Donc faut essayer de voir les choses différemment. Il faut essayer des choses qui n'ont pas été essayées encore, en tout cas pas suffisamment, je pense. Ouais, et puis qui est amplifié aussi avec l'intelligence artificielle qui exécute beaucoup plus vite que nous, qui est de plus en plus présent dans nos quotidiens et qui va tendre à de toute manière augmenter dans sa présence dans les organisations et finalement ça nous pousse aussi à nous reconnecter à nos capacités humaines finalement, puisque il s'agit plus de savoir ou de faire, on est presque poussé à notre capacité à être et en quoi ça réside. Donc en quoi ça peut être une opportunité, parce que ça peut être chouette aussi justement de se dire justement soyons plutôt que faisons quoi. En tout cas, oublions pas cette dimension. Qu'est-ce qui nous différencie effectivement d'un robot, d'une machine, et finalement, c'est qui on est, c'est notre alignement, c'est notre valeur, c'est nos valeurs, c'est la façon dont on se comporte et dont on incarne en fait qui on est, qui on a envie d'être au quotidien, quoi. Tu parles d'incarnation et en même temps juste avant, tu parlais du bisounours. C'est vrai que c'est un truc dont on entend beaucoup parler, cette bienveillance, authenticité, c'est un peu le monde des bisounours. Et ça me fait penser aux propos qu'on avait un petit peu avant. C'est pas tant d'être je suis authentique et je vous raconte toute ma vie personnelle et j'en fais des tonnes et des caisses. C'est plus je suis honnête avec moi-même en fait. L'authenticité, la bienveillance, accepter ses vulnérabilités. Le premier pas, c'est de le faire vis-à-vis de soi-même. Après, libre à chacun de vouloir le partager. Mais c'est aussi peut-être ça la clé dans ce que j'entends. Alors, pour moi, la notion de leadership, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que c'est avant tout être leader de sa propre vie, être auteur de sa propre vie, être aligné, en fait, savoir qui on est, quel impact on veut avoir. Quel rôle on veut jouer, qu'est-ce qu'on veut influencer, qu'est-ce qu'on veut porter, en quoi on croit, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et tant que ça, c'est pas clair, en fait, c'est compliqué de rayonner autour de soi. Donc, je suis convaincue qu'un leader peut être un dirigeant dans le sens, un leader qui va leader une équipe, qui va leader un groupe, qui va leader et c'est en étant aligné et effectivement authentique et transparent vis-à-vis de lui-même qui va pouvoir effectivement inspirer, etc. Mais on peut aussi être leader en étant simplement authentique avec soi-même et être son propre leader et leader sa vie comme on la veut, quoi. C'est déjà extrêmement puissant. Et c'est pour ça que tu as créé la méthode OSER, c'est pour aider les dirigeants, leaders, collaborateurs à être auteurs de leur propre trajectoire. Oui. Et ces 4 lettres, OSER. Tu veux que je t'en parle un peu plus? Ouais. Alors, de façon très schématique, le O, c'est pour observer. Observer, c'est la base, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi mon sujet? Et j'arrête de le cacher. Et j'arrête de faire comme s'il n'était pas là. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'aller jusqu'au bout de c'est quoi mon problème? Comment il se manifeste dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de faire? C'est quoi ses effets? En positif, éventuellement en positif, surtout en négatif en général. Enfin, vraiment prendre le temps de faire un état des lieux, mais sans se voiler la face et sans se mentir et en étant le plus objectif et le plus riche possible dans la description qu'on se fait de son problème, en fait, ou de la situation qui est compliquée pour soi. Une fois qu'on a observé la situation, la deuxième étape, c'est de s'écouter. S'écouter
je suis bien placée pour en parler, c'est d'être lucide en fait, de regarder avec lucidité. Ok, donc j'ai ce problème-là, les effets de ce problème-là dans ma vie, c'est ça. Est-ce que ça me convient ? Et si ça me convient pas, il y a des chances pour qu'il y ait une grosse partie du problème qui vous convienne pas ou de ces effets qui vous conviennent pas. C'est de se dire qu'est-ce qui demande à émerger, de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie, et c'est quoi les notions que j'ai envie de faire ressortir en fait en surface. Donc je sais pas, ça va être j'ai envie d'insouciance, j'ai envie de légèreté, moi j'avais envie de vérité en fait parce que je mentais, ça faisait 12 ans que je mentais, en fait je suis pas une menteuse à la base. J'avais pas de raison de pas être voilà. Donc j'avais besoin d'être alignée, j'avais besoin d'être authentique, j'avais besoin d'être vraie, j'avais besoin d'arrêter de mentir, j'avais besoin d'avoir de la simplicité, des relations qui soient pas faussées en fait. Tout ça demandait à émerger, sauf que tant qu'on le voit de façon négative, ça on n'arrive pas à l'actionner en fait. Donc deuxième étape, s'écouter dans le sens véritablement écouter l'absent mais implicite, ce qui est là mais qui est pas dit en fait, ou qui demande à germer, qui demande à. Troisième étape, une fois qu'on a observé et qu'on s'est écouté, c'est le E de oser, c'est explorer. Si je dis oui à telle chose, ça veut dire quoi ? Si je dis non, ça veut dire quoi ? Ça peut être quoi les solutions, ça peut être quoi les options, qu'est-ce qui s'offre à moi, qu'est-ce qui peut se présenter, qu'est-ce que je peux explorer, qu'est-ce que je peux expérimenter, qu'est-ce que je peux essayer de mettre en place, qu'est-ce que je peux, donc je défriche la situation pour essayer de voir ce que je peux en faire, en fait, ce que j'ai envie d'en faire. Et puis la dernière étape, une fois qu'on a observé son problème, on a regardé ce à quoi on aspirait, on a regardé ce à quoi on aspire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour faire en sorte que ce soit davantage là dans votre vie. La dernière étape, c'est de le réaliser, en fait, de réaliser et quelque part se réaliser. Alors pour le R, j'ai plein de mots qui viennent. il y a aussi le rayonner, parce qu'une fois qu'en fait on a été jusqu'au bout du truc, ça a un côté aussi finalement inspirant, modélisant autour de soi. Donc ça c'est aussi le côté chouette en fait, c'est le empowering en fait en anglais. Et donc c'est dans les options qui se présentent, qu'est-ce que je choisis de mettre en place. En coaching, on dit c'est quoi votre premier petit pas, c'est quoi la première étape, la première chose que je vais essayer de faire pour pouvoir arriver jusqu'au bout de mon sujet. Encore une fois, cette méthode-là, moi je me la suis appliquée, j'allais dire sans savoir quelque part, mais c'est vraiment les étapes finalement que j'ai suivies à travers le livre et tout ce qui s'est passé depuis. Je me la suis appliquée l'été dernier par rapport à une situation de transition professionnelle en disant il y a ça qui me pose difficulté, avec lesquels je suis plus alignée, etc. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, qu'est-ce qui demande à émerger, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, et puis j'ai pris des décisions et j'ai mis en place en fait, et c'est comme ça je fais un changement en fait de vie, d'orientation, etc. Donc encore une fois, je pense que la méthode peut s'appliquer à plein de sujets en fait complètement différents. Tu me diras. Mais t'as l'occasion de. Non mais je pense, parce que là on était sur l'individuel, et en même temps quand tu m'en parlais, je le transposais aux enjeux de conduite de changement et de transformation des organisations. Oui, on est dans cette incertitude permanente avec des environnements ultra complexes, des marchés, on peut avoir un OPEX, un CAPEX en tête, un PNL calibré, et pour autant il suffit d'une législation, d'une crise géopolitique, une crise sanitaire qui vient tout renverser. Et parfois, on a cette situation où il y a l'éléphant au milieu de la pièce et tout le monde le voit dans l'organisation. Et puis on va essayer, mais du mieux qu'on peut, de ne pas le voir, de le mettre de côté. Oui. Et finalement, cette méthode osée, autant que d'un point de vue individuel, leadership, elle peut s'appliquer aussi d'un point de vue organisationnel et dans des enjeux de transfo, de conduite du changement. Oui, très certainement. J'ai pas eu l'occasion encore. Pour l'instant, je l'ai appliqué qu'en individuel. Mais je suis assez convaincue, et t'es pas la première à m'en parler, qu'effectivement en collectif, en tout cas sur un coaching d'équipe, une équipe qui a une difficulté, en fait, c'est déjà ne serait-ce que de prendre le temps de nommer la difficulté. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à travailler ensemble? Pourquoi vous n'êtes pas performant? Alors tout le monde va parler de plein de trucs, mais en fait il peut y avoir justement on se fait pas confiance, où il y a tel sujet, prendre le temps de le nommer, prendre le temps de l'observer, prendre le temps de regarder comment ça se traduit, qu'est-ce que ça vous empêche de faire, qu'est-ce que ça vous permet de faire, en quoi ça vous limite, etc. Et puis prendre le temps de passer effectivement par ces étapes. Je suis assez convaincue que ça peut permettre assez vite finalement d'arriver sur des qu'est-ce qu'on décide ensemble de faire pour qu'effectivement ce problème-là il prenne plus autant de place.
ce côté ne pas se mentir, elle est autant vraie pour le leader et l'individuel qu'une organisation face à un marché, face à un concurrent, face à une incertitude. Et la méthode OSER, au-delà de cette transformation, elle est assez clé de s'observer avec lucidité. Et pas s'enfermer, en fait, dans un truc dans lequel, parce qu'on avait dit que c'était comme ça, ou parce que ça se fait, ou parce qu'on pense que, effectivement, et on n'arrive plus à faire le pas de côté, on s'autorise plus à faire ce pas de côté-là. Tu le disais tout au long de cet échange, on a tous un truc. Visible, pas visible, une faille, une limite, une peur qui nous empêche d'avancer. Comment oser aide à transformer tout cela en levier? Comment cette méthode, étape par étape, va concrètement... alors, je vais pas dire force, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise qu'on transforme cela en force. Comment on en fait un levier dans notre vie personnelle, dans notre vie quotidienne, et comment ça devient presque un réflexe, en fait, finalement? Pour moi, c'est quasiment une philosophie de vie, en fait. C'est une façon de regarder les choses. X personnes ont écrit, on choisit pas ce qui nous arrive, par contre, on choisit la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est de se dire, on a une difficulté, on a une personnalité comme ci, comme ça, on a plein de trucs qui paraissent pas simples ou avec lesquels on a du mal à composer. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait semblant que ça n'existe pas? C'est pas une solution. J'ai expérimenté. Je me dis qu'au bout d'un moment, on se rend compte que ça marche pas. Est-ce qu'on se flagelle et qu'on s'apitoie et qu'on reste paralysé? Non, pas très constructif. Ou est-ce qu'on se dit, ok, j'ai mon truc, c'est là. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et encore une fois, qu'est-ce que je voudrais en faire? À quoi j'aspire? Qu'est-ce qui demande à exister? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je veux faire, etc. Et c'est en s'autorisant, en fait, en allant explorer ça, se remettre un peu en question, de se mettre à nu, en fait, d'aller creuser en disant, mais ça pourrait être quoi les options, quoi? Qu'on se remet en mouvement et qu'on redevient à hauteur de sa vie. Donc pour moi, je me rends compte dans mes accompagnements en coaching, on est très aide le coaché à accoucher de ses propres idées. On est là à la Socrate, en fait, pour que la personne chemine d'elle-même, etc. En pratique narrative, on est un peu plus influente et on l'assume. Donc moi, je suis coach praticienne narrative, donc j'assume complètement cette dimension-là. On a une intention, en fait, quand même, pour le client. Et l'intention, c'est qu'elle trouve une solution à son problème, qu'elle aille mieux demain, qu'elle vive mieux sa situation. Et je pense que je suis très habitée par ça. Et la méthode OSER, c'est aussi ça. Il y a moyen de mieux vivre ce que vous vivez pas bien, il y a moyen de mieux le vivre d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, quelle que soit la difficulté à laquelle vous êtes confronté, je pense à des choses, des handicaps, des choses très sérieuses ou très dures, en fait, qu'on vit tous à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais encore une fois, il y a la façon, on se laisse envahir, bouffer, ruiner par son problème, ou on se dit, c'est là. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça m'apprend? En quoi ça peut me faire grandir quelque part? Et surtout, comment je fais pour arriver à vivre avec et à faire en sorte que ça me freine pas, que ça me limite plus. Alors, je vais pas jusqu'à, souvent on m'a dit, c'est merveilleux, t'arrives à transformer ton handicap en une force, etc. Je suis pas allée jusque là, non, c'est pas une force d'être handicapé. Enfin, je trouve que c'est quand même compliqué à entendre pour le coup. Par contre, la force, elle est c'est inspirant effectivement d'être capable de se réconcilier avec son handicap et de vivre avec et effectivement d'aller de l'avant et de quelque part non seulement vivre avec, mais justement apporter des idées, essayer d'aider les autres autour de ça. Voilà. Donc mon approche, c'est vraiment plus celle-là, en fait. C'est de redevenir auteur et de se mettre en action. De sa vie, se donner les moyens de redevenir auteur de sa vie. Parce qu'en fait, on est là pour ça. Je me demande régulièrement quel impact j'ai envie d'avoir, pourquoi je suis là, en fait, pourquoi je suis sur Terre, c'est quoi ma mission de vie quelque part, qu'est-ce qui est attendu, de quoi je serai fière le jour où je serai plus là, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace. La première, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, qui on est, et quel leader de sa propre vie on a envie d'être, et donc quel auteur on a envie d'être, et j'ai envie d'écrire ma vie, j'ai pas envie de la subir, en fait. Donc c'est un peu ça, c'est arrêtons de subir nos difficultés et reprenons la main autant que faire se peut. Encore une fois, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est là.
mais malgré ses handicaps, malgré ses difficultés, malgré ses fins, malgré ses, je sais pas, il y a toujours moyen de trouver des choses positives en fait à faire pour avancer, quoi. On avait commencé, j'y pense là, mais on avait commencé cet échange avec cette vie toute tracée que tu avais avec en étant sportif de haut niveau, classe préparatoire, ce poste de dirigeante à l'international, et on finit cet entretien avec finalement redevenir auteur et finalement faire ses choix. C'est-à-dire que ton handicap t'a permis aussi de faire tes propres choix et de faire un pas de côté par rapport à cette vie toute tracée qui était sur du papier à musique. Ouais. Pardon, juste 2 secondes, j'aime bien une voie toute tracée et puis on arrive à laisser une trace. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pour ça j'y ai pensé. L'idée, J'ai justement pensé. C'est au moment où tu m'as dit laisser une trace, moi j'avais la vie toute tracée qu'on avait au début. Ouais. Donc c'est choisir son propre chemin de vie en fait, et de se dire voilà, on n'a pas à subir tout ce qui nous arrive, et il y a forcément moyen de le vivre dans la façon dont on veut le vivre soi-même le mieux possible pour soi, quoi. Et pour finir cet entretien, pour toi, si tu devais résumer en une phrase le leadership, ce serait quoi ? Alors, je disais tout à l'heure, c'est vraiment, enfin, on reboucle sur la conclusion. Pour moi, c'est être le leader de sa propre vie. Un leader, c'est quelqu'un qui sera inspirant parce qu'il est lui-même très au clair sur qui il veut être, comment il veut être, ce qu'il veut incarner, quelle valeur il peut porter, quel message il veut porter, voilà. Donc le leadership, c'est avoir pris le temps de réfléchir en fait à toutes ces questions-là et de se dire quel leader j'ai envie d'être pour moi en fait avant tout, quelle vie j'ai envie de vivre et quel leader j'ai envie d'être pour moi. Et puis en général, pour soi, ça rayonne autour de soi du coup, et donc effectivement on est amené à inspirer d'autres, et ça c'est super. Presque s'affranchir finalement. Ouais. Merci Catherine. Donc ton ouvrage Dialogue de sourdes aux éditions du Panthéon est disponible sur toutes les plateformes, libraires. Et où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui souhaiteraient te suivre, rentrer en contact avec toi ? Alors, d'abord, je serais ravie, effectivement, de poursuivre cet échange avec tous ceux qui sont amenés des questions, des réflexions, très preneuses d'échanges futurs. Le livre est effectivement en vente à la Fnac, Amazon, etc. Enfin, en tout cas, il est facilement trouvable sur Internet. Et on peut me suivre sur LinkedIn. Je suis relativement présente sur LinkedIn parce que c'est un média professionnel que j'utilise au quotidien. Très bien. Merci et à très vite. Merci à toi.